19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, toujours à son habitude durant cette phase finale de l'Euro 2021, on le rappelle, Time Foot spécial Euro. Et oui, tous ensemble avec toute l'équipe de votre quotidien Time Sport, rien que pour vous. Et oui, tous ensemble, tous les soirs, 19h, 21h, 2h, rien que de football. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Et voilà, de retour pour la deuxième heure que l'on entame juste maintenant avec toute l'équipe de ce fameux groupe E. Et oui, le groupe E qui joue ce soir avec, entre autres, l'Espagne face à la Suède. Mais on va s'attarder au match qui vient juste de terminer avec le fameux Pologne-Slovaquie. Time Sport. Pologne-Slovaquie, on rappelle le score de ce match, 2-1 pour les Slovaques dans ce groupe E. On l'écoute, c'est Terence qui est avec nous, avec sans oublier Juan José, aussi Fred et notre consultante Alison. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et Sicole. On y va, Terence. Donc effectivement, une surprise tout de même que la Slovaquie ait réussi à battre la Pologne. Pourquoi une surprise ? Parce que la Pologne s'est qualifiée avec 25 points pour cet Euro, avec quand même un bilan de 8 victoires, 1 nul et une défaite, en sortant d'un groupe, si on peut dire, quand même assez simple, mais surtout avec 18 buts marqués et 5 encaissés. C'est quand même une grosse attaque, parce qu'elle termine deuxième meilleure attaque et première défense de sa poule. Pour moi, la Pologne devait disputer la deuxième place avec la Suède. Derrière, pour moi, les intouchables espagnols. Surtout, la Pologne est 21e au classement FIFA, donc un classement très intéressant, donc une contre-performance par rapport au match de ce soir, et surtout un buteur au sommet de sa forme, Lewandowski, qui ce soir était transparent. Alors effectivement, il y avait deux autres pièces maîtresses qui habituellement jouent avec lui devant, qui sont blessés, forfait. Et on a vu, il y a un homme qui est passé au travers, pourtant qu'un homme d'expérience, Krychowiak, qui a 31 ans, qui est passé par des gros clubs. Ouais. Et là-dessus, deux jaunes, 22e, 62e. Il met son équipe sur le carreau, donc il a une part de responsabilité là-dessus sur le résultat. Parce qu'à 31 ans, avec toute l'expérience et la bouteille qu'il a, il doit pas prendre ce deuxième jaune. Et surtout, c'était un duo qui était intéressant, parce qu'il y avait Mateusz Klich, lui qui progresse énormément sous les ordres de Bielsa à Leeds. Donc ça faisait un milieu de terrain assez intéressant, assez compact. Ils ont aussi, par contre, ce qui est un peu problématique, ils ont deux gardiens de grosse expérience, qu'on prenne Chesney de la Juve ou Fabianski de West Ham. Et derrière, surtout, comme ça joue avec une défense à 3, avec deux cadres qui sont inamovibles, qui sont Kamil Glik et Bednarek. Et en fait, tu t'aperçois, ils ont une colonne vertébrale qui tient énormément la route. Ce qui est un peu plus friable, c'est les côtés, avec Ribus, l'ancien joueur qui est passé par l'OL. Et Berezinski, en fait, c'est sur les ailes, ils ont pas de concurrence. Donc, ils sont un peu dans un fauteuil, et c'est là où est un peu où le bas blesse de cette équipe polonaise. Donc, tu t'aperçois que les éléments, la colonne vertébrale a fait défaut ce soir, alors que on comptait sur eux. Donc, un mauvais résultat, ça commence mal pour la Pologne, surtout que la deuxième journée, ils vont jouer l'Espagne. Donc, c'est ça, assez difficile. Ça va être compliqué parce que face aux Espagnols, ça va être très complexe parce que je vois effectivement l'Espagne gagner. Ouais. Ça veut dire que la Pologne face à la Suède. La Pologne sortirait directement. Oui, Terence. Donc compliqué. Les Polonais donc déjà en danger. Ça vient juste de tomber. C'est selon certains bookmakers anglais, voire espagnols aussi, qui donnent déjà l'élimination de ces Polonais parce que face à l'Espagne, ça va être assez compliqué. On t'écoute, on procès. Ça va être compliqué. Alors, déjà la première des choses, c'est qu'effectivement la Pologne a quand même dominé ce match, 57% des possessions de ballon, mais qui a été complètement infructueux parce que tout au long du match, le fait d'avoir le ballon, et l'Espagne le prouve assez souvent, ne veut pas dire qu'on est capable de gagner derrière, surtout ces dernières années. Mais surtout, c'est que Lewandowski, qui est quand même le meilleur buteur, futur ballon d'or, tout ce que tu veux, aujourd'hui, a été sobré des ballons. Il n'a pas touché pratiquement un ballon. Ça a été très compliqué pour lui, mais il faut quand même remarquer, c'est l'effort physique qui a été fait par les Slovaques, qui ont surpris avec un gros pressing tout au long du match sur les joueurs de polonais, surtout l'attaque slovaque qui n'a pas beaucoup touché des ballons, mais par contre a fait un pressing énorme tout au long du match, et ce qui a beaucoup gêné effectivement cette équipe polonaise. Et comme tu le disais, ça va être très compliqué pour les Polonais. Je ne sais pas s'ils sont
ou pas éliminée encore, mais c'est vrai que aujourd'hui l'Espagne a intérêt à faire effectivement un gros match et gagner face à la Suède, parce qu'effectivement le match face à la Pologne, ça va être un match de vie ou de mort pour le Polonais. Et voir très rapidement un Lewandowski, meilleur joueur, meilleur attaquant européen, dehors de la compétition, ça ferait quand même désordre. Et puis il est tombé sur un client ce soir avec Skriniar en défense centrale. C'est quand même un sacré client, Skriniar. C'est vrai que la Slovaquie, on part du principe, c'est pas une grosse nation, parce qu'ils sont passés par les barrages quand même pour pouvoir se qualifier. Ouais. Mais tu t'aperçois que défensivement, Skriniar tient la baraque, et même si Hamsik ce soir était transparent, il a quand même joué un rôle assez important parce que c'est quelqu'un d'influence. Mais ils ont surtout deux joueurs qui sont Douda et Kuka. Douda qui a encore été, il était bon, il a été bon, hein. Il a été encore énorme. Bon. Oui, Alison et Fred, on vous écoute. Cette entrée en matière, elle est assez surprenante. Hein. On attendait beaucoup plus de la Pologne, et Terence et Rondrossé. Ouais, il y a des surprises l'ont dit. Pour ce début d'Euro. En tout cas, de la première surprise, parce qu'on attendait énormément, en tout cas, d'un joueur comme Lewandowski qui a énormément déçu aujourd'hui. Mais le bilan comptable, déjà, alors que c'est que le premier match, on peut commencer à se poser des questions, parce que quand on perd ce match-là contre a priori un adversaire qui est à sa portée, et ensuite derrière qu'on enchaîne l'Espagne favori du groupe, et ensuite on aura aussi les Suédois qui sont pas mal du tout, ça peut être déjà compliqué. Non, clairement que dans cet Euro, tu perds ton premier match, tu as déjà un pied dehors, ça c'est évident, et surtout quand tu joues les équipes les moins favoris. C'est sûr que là, dans ce match Pologne-Slovaquie, l'équipe qui perdait se mettait quand même une balle dans la jambe, et c'est vrai que la Pologne partait favorite à des joueurs intrinsèquement peut-être qui jouent à meilleur niveau que les joueurs slovaques. On a vu Zelinski qui a fait une très bonne saison avec le Napoli, que j'ai quand même trouvé très bon ce soir, et qui a été un des seuls qui a été au statut de la Pologne. La Slovaquie avait un plan de jeu beaucoup plus visible, ils allaient presser haut, ils dédoublaient sur les côtés. On a vu un très beau but et une erreur de Szczesny. Toi, comme tu l'as dit, Terence, tu as parlé d'une concurrence Szczesny-Fabianski. C'est vrai que Fabianski a fait une très bonne saison, et les deux ont été habitués à être en concurrence déjà à Arsenal. Mais ce qui est quand même à signaler, c'est qu'effectivement tu as fait référence au premier but de la Slovaquie, mais qui a été quand même un exploit personnel, parce que personne s'attendait à qu'il y ait un but derrière ce qu'il a réalisé. Mais et puis le deuxième but, c'est à la sortie d'un corner en plus. Où l'erreur défensive des Polonais fait qu'effectivement il y a le deuxième but qui arrive. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est le rôle de l'entraîneur de la Pologne, du portugais Paulo Sousa. Pour les Français, il se rappelle de lui, puisqu'il il est passé par Bordeaux. Mais comment, tout au long de ces 90 minutes, il n'a pas réussi à casser le candidat qui avait été mis en place par les Slovaques. Moi, je me disais à un moment donné, physiquement, ils vont pas tenir le rythme. Ils l'ont tenu jusqu'à la fin, mais je pense que les Polonais, aujourd'hui, les ont quand même beaucoup aidés par leur inefficacité tout au long de ce match. Par rapport au coach, excuse-moi, Alison, en fait, il y a un gros débat en Pologne. Ils ont mis Paulo Sousa. Ils ont viré l'ancien entraîneur, pourtant qui avait des résultats qui les a qualifiés, parce qu'apparemment, Lewandowski s'entendait pas avec. Donc, il aurait mis la pression au président de la Fédé. Et ce serait Lewandowski qui aurait eu la tête de l'ancien coach. Et si tu t'aperçois, sur les 4 derniers matchs de Paulo Sousa, il est sur un nul, une victoire, 2 nuls et une défaite. Plus là ce soir, un début d'Euro avec une défaite, et surtout il n'y a pas de plan de jeu. Donc c'est vrai qu'en Pologne, les habitants et la population sont assez inquiets du plan de jeu qui est présenté et qui est donné par Paulo Sousa, et surtout il maîtrise pas son sujet actuellement. Totalement, parce que l'égalisation de la Pologne, c'est une égalisation quasiment surprise, même si certes cette équipe polonaise a dominé, mais quand même on voit que le deuxième but arrive, et on leur a coupé l'herbe sous le pied. On avait l'impression qu'ils ne pourraient pas faire plus que ce qu'ils ont déjà rendu sur le terrain tout à l'heure. Alors on poursuit encore avec peut-être Terence concernant Pologne-Slovaquie. On va directement se plonger. Juste rappeler que de toute façon, c'est un peu le sélectionneur de ce groupe. Vas-y. On parle de la Pologne, mais c'est que la troisième fois
l'Euro, la Pologne. Il a joué les trois derniers Euros, mais c'était la troisième fois qu'il joue. Comme dans le groupe D, ça fait 25 ans que l'Écosse n'était plus dans l'Euro. Donc, mais c'est vrai que phase finale, plutôt. Ayant Lewandowski dans son effectif et quand même des joueurs d'expérience, c'est ça, on pouvait attendre beaucoup plus de cette équipe. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui, la Pologne nous a peut-être déçus. Peut-être que l'Espagne dont on va parler, pourra peut-être nous décevoir tout à l'heure, on ne sait rien. Mais en tout état de cause, c'est vrai que le match de samedi prochain entre l'Espagne et la Pologne, comme je disais, c'est de vie et de mort, que ça soit pour la Pologne, que ça soit pour les deux sélections qui ont quand même beaucoup approuvé lors de cet Euro. Déjà, la Pologne, parce que ça s'est mal passé aujourd'hui, mais ils étaient quand même arrivés en quart de finale en France, en 2016, ils étaient quand même arrivés en quart de finale. Et pour l'Espagne, en 2016, effectivement, on s'est planté complètement avec cette catastrophe, élimination et jeu merdique. Excusez-moi cette expression, mais c'était la réalité. Ça va, quand même. Donc l'Espagne a quand même beaucoup approuvé aussi. Auparavant, ils étaient au plus haut du monde, voire de l'Europe aussi, l'Espagne. Ils sont descendus très bas aussi. Oui, ça fait depuis 2012. Alors, ils n'ont plus gagné un match à élimination directe. Ouais. On va s'attarder sur les Espagnols face aux Suédois ce soir. Time Sport. Le duel. Assez intéressant. Nos confrères d'Eurosport disaient justement à quoi peut bien prétendre cette Roja à la préparation surréaliste justement et aussi à cette phase finale. On le rappelle, l'Euro 2020 qui se joue en 2021. Oui, Juan Trocé, excuse-moi. Vas-y, Juan Trocé. Oui, non, effectivement, tu parlais de l'Espagne et de ce match d'aujourd'hui, qui est un match important avec quand même deux sélections qui se connaissent assez bien. Quoique, il y a quand même des chiffres assez intéressants. Je crois que c'est la cinquième fois qu'ils vont se rencontrer dans une grande compétition, en phase finale, que ça soit le mondial ou l'Euro, sachant que la première fois c'était déjà en 1950 quand l'Espagne jouait à l'époque la coupe du monde, et souvent c'est l'Espagne qui remporte ces matchs. D'ailleurs, en tout il doit y avoir sur ces 15 dernières années 12 ou 13 confrontations, et sauf une fois l'Espagne a toujours battu les Suédois et les Espagnols qui étaient ensemble lors de la phase de qualification pour l'Euro 2020. Ils étaient et se retrouvent. Ils se retrouvent. Donc à nouveau, donc c'est deux sélections qui se connaissent bien. Et il n'y a jamais eu ces dernières années, ces dernières confrontations, des gros écarts entre les deux au niveau des buts. L'Espagne a réussi à gagner, mais c'est assez compliqué de passer avec une équipe espagnole. Rappelons-le que cette année est pratiquement nouvelle. Il faut juste reconnaître qu'elle est assez jeune, moyenne d'âge autour de 26 ans. C'est ça. Avec sur les 24 joueurs espagnols, il n'y en a que 7, je pense, j'ai vu tout à l'heure 7 ou 8 qui ont de l'expérience en compétition internationale, que ce soit une Coupe du Monde ou un Euro. Donc une équipe inexpérimentée dans les grosses compétitions internationales pour l'Espagne. Une équipe jeune, une équipe qui n'a pas encore des automatismes, ça c'est une réalité, parce que on a vu les derniers matchs de cette sélection et ils sont pas bons. Le jeu n'est pas convaincant. On a voulu, nous les Espagnols, croire qu'après le 6-0 face à l'Allemagne, ça y est, on avait retrouvé la grande Espagne, mais les matchs qui ont suivi n'ont pas du tout démontré ce qu'on avait vu sur les terrains face à l'Allemagne. Et donc une équipe d'Espagne qui doit aujourd'hui quand même, face à la Suède, prouver qu'elle est sa valeur et pourquoi elle est parmi les aspirants à gagner cet Euro, même si c'est pas du tout parmi les 3-4 grandes nations dont on attend être vainqueur à la fin de la compétition. Justement, la Suède, c'est seulement la 5e participation avec toi, dans cette compétition. Juan Trocé l'a dit. Pendant les phases de poule, pour la qualification justement à cet Euro 2021, la Suède a fini 2e derrière l'Espagne. Donc les Suédois ont décroché sans trop de mal non plus leur qualification, avec une seule défaite justement face à l'Espagne. Il y a quand même quelques points noirs dans cette équipe suédoise. Il y
elle a connu quelques revers, notamment en Ligue des Nations, contre la France, le Portugal et la Croatie. Il y a aussi des absents notables, avec en tête Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. On a Kulusevski, joueur de la Juve, et Svanberg aussi, qui sont atteints du Covid-19, mais il y a aussi des points forts et des très très gros points forts. C'est une équipe qui reste sur 5 matchs sans défaite. C'est une équipe aussi qui est cohérente sur toutes les lignes. On voit notamment en défense centrale Victor Lindelof, qui est le défenseur de Manchester United, un défenseur rugueux, un défenseur qui est aussi solide. Au milieu de terrain, on a Emil Fusberg, qui est le milieu de terrain de Leipzig, créateur et très très technique. C'est le fer de lance de cette équipe suédoise. Et en attaque, on retrouve un trio très 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 prolifique, avec Isaac, Berg et Forsberg. On a le petit Isaac, qui a 21 ans, qui joue en Espagne à la Real Sociedad et qui a déjà marqué 17 buts et qui est dans le viseur du Barça. Donc voilà, ce trio d'attaque, on sait qu'il peut faire mal à cette équipe espagnole, qui a notamment des problèmes défensifs. On va revenir de suite avec Alison, notre consultante, mais aussi tous les autres consultants, la personne de Fred, de Terence, sans oublier Juan José, de ce fameux groupe E, spécial Time Foot Euro 2020. Oui, 19h, 21h, on est ensemble. On parlera aussi, allez, un petit mot concernant cette Copa América et aussi du fameux sacre de Djoko. Ça a fait plaisir, nombre de personnes voient. Faut en parler aussi des internationaux de France. Malheureusement, Nadal n'a pas le remporté, Juan José, mais on pense à lui. À de suite. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Eh oui, pas que Bilal, il y a aussi Alison, notre consultant terrain, je le rappelle, Fred, Juan José. Eh oui, Juan José, c'est le manager matador de ce fameux groupe E. C'est notre coach. Le maestro, c'est le coach, c'est ça, Juan José. Aïe, oui, c'est ça. Il est meilleur que Luis Enrique. Alors, si on perd ce soir, c'est la seule Alison qui reprend le flambeau. C'est ça. Ça serait pas mal. En tout cas, voilà, on parlera, c'est promis, de ce match phare de 21h. L'Euro 2020. Jusqu'à 21h, on est ensemble tout au long de ce mois, jusqu'au 11 juillet, avec une soirée exceptionnelle, le soir de la finale, on l'espère. Pourquoi pas la France face à la Suède, ou même l'Espagne. Va savoir, Juan José. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, on va prendre le chemin, on va aller loin. On va aller dans la région Am Sud. Time Sport, la troisième mi-temps. Ouais, on va revenir après du côté de la Port-d'Auteuil, c'est promis, avec les internationaux de France. Mais Brésil ou face au Venezuela, 3-0, ça promet la Copa América de ce groupe A. Première journée, Fred. La Seleção entame plus que bien cette Copa América. Là, il marque son penalty, hein. Et Marquinhos aussi. Avec une victoire 3-0, on peut retrouver nos deux Parisiens, Marquinhos et Neymar, à l'ouverture du score. Pour Marquinhos, Neymar a inscrit un penalty pour le deuxième but de la rencontre. Et Gabriel Jesus a mis le troisième sur une passe décisive de Neymar. Le Brésil est premier de sa poule de Copa América et commence fort cette compétition. Ouais, dans ce groupe A, justement, avec toi, Terence. C'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit que Neymar se met enfin au niveau. Et il augmente son niveau de jeu. Ouais. Non, mais il était temps. Il était au niveau avec le Paris Saint-Germain. Mais non, enfin. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Bien sûr. Quand même. Neymar est toujours là. Il est présent. Ouais. Après, faut relativiser. Ça restait le Venezuela. C'était pas non plus un match rugueux contre l'Argentine ou ainsi de suite. Mais au moins, il y a pas mal de complicité. On s'aperçoit que Paqueta se fond dans le groupe. Il y a pas mal, Marquinhos monte vraiment en puissance. Moi, j'étais un peu sceptique sur ce joueur au départ de sa carrière et en fait, il devient réellement monstrueux. Il prend une place qui est prédominante sur son poste de défenseur central et même en 6. C'est un phénomène. Et donc, l'équipe du Brésil commence à être un rouleau compresseur. Bon, ma seule interrogation, c'est les latéraux. Parce que depuis un certain temps, c'est vrai que c'est devenu un peu plus compliqué. Et c'est quand tu t'aperçois que c'est Danilo qui obtient le penalty, tu relativises un petit peu. Donc, derrière, sur Daniel Alves, t'as pas spécialement de grosses relèves qui est mise en place là-dessus. Ouais. Et donc que c'est pas la plus grosse génération du Brésil et les joueurs qui arrivent, c'est pas les joueurs qu'on a connus auparavant. Le Brésil n'est plus l'usine à foot qu'elle était auparavant. Ah ouais, c'est autre chose aujourd'hui. C'est ça. Bien sûr, tu verrais pas un milieu de terrain, même si j'ai beaucoup de respect pour des joueurs comme Fred ou comme Paqueta qui a fait une très bonne saison, des joueurs comme Gabriel Jesus.
enfin la génération du Brésil, c'est plus le réservoir que c'était auparavant. Et comme tu l'as dit, ils avaient des latéraux formidables, que ce soit Roberto Carlos, que ce soit Danilo, que ce soit Carlos Alberto encore un peu plus longtemps. Et c'est vrai que Danilo, nous, on n'a pas l'étoffe de ces joueurs. On attend surtout de nouveau le Brésil. Parle des Socrates. C'est ça. Ouais, on attend surtout le Brésil de nouveau présent sur une compétition, hein, parce que ces dernières années, ça s'écroule quand ils arrivent en compétition internationale. Donc voilà, ça brille pour l'instant, ça se solidifie, mais moi, je les attends en compétition sur une Coupe du Monde l'année prochaine, voir ce que un Neymar apporte et est-ce que c'est vraiment le patron définitivement de cette équipe brésilienne. Ah oui, c'est vrai. Sur les grosses affiches, on l'attend, parce que là, c'est ce que je te dis, on relativise, ça reste le Venezuela. Dès qu'il commence à rencontrer des joueurs. Ça va sur les deux groupes. On a le groupe A avec le Brésil, Colombie, Pérou, Équateur, Venezuela. Ça reste. Oui, mais tu vas voir que l'Équateur a un football rugueux. Donc ils vont pas ça reste un football rugueux. Ils vont le tamponner. Et tu prends la Colombie après la Colombie. Si on extrapole un peu, il y a une problématique diplomatique. T'as James Rodriguez qui a pas été retenu. Le sujet principal apparemment c'est un problème médical. Et lui, il a dit non, en fait, il se fout juste de moi. C'est qu'en fait, le sélectionneur croit pas en moi, il veut pas me faire jouer. Mais au niveau médical, je suis à 100%. Et donc ça va commencer à être une problématique parce que c'était quand même une pièce maîtresse et un cadre de cette équipe. Bien sûr. Donc ça devient un début de compétition qui, je pense, qui va être compliqué pour la Colombie. Fred, il a pas tort, Terence. Hein. Je sais pas ce qu'on pense aussi à Alisson. Dans le groupe B, on peut voir aussi l'Argentine, la Bicéleste, la Bolivie, Chili, Paraguay, Uruguay. C'est pas le même groupe que celui du A. C'est pas le même groupe et en plus on attend éternellement et continuellement et depuis longtemps l'Argentine de Lionel Messi. Ça patauge encore une fois pour l'instant. Ça nous offre pas le jeu qu'on espère et qu'on attend encore une fois de cette Argentine de Lionel Messi. Je précise et j'insiste. Donc voilà, c'est pas la même chose et c'est pas le même groupe. C'est sa 6e Copa América tout de même pour Messi quand même. Donc, belle carrière, mais Lionel Messi. Oui, mais on attend qu'il confirme. Oui, c'est vrai avec l'Argentine. C'est ça. Peut-être. Ça va arriver. Est-ce qu'il lui manque, c'est ça. Le Qatar arrive. Il y a l'histoire effectivement de James Rodriguez avec la Colombie, il y a le cas du Venezuela, qui est une équipe pleine de Covid. Il a fallu rappeler une quinzaine de joueurs parce que tout le monde était contaminé. Donc effectivement, c'est quand même une Copa América assez compliquée. On a beaucoup critiqué ce qui se passe en Europe avec 11 stades dans une dizaine de villes partout avec l'histoire du Covid, mais quand on voit ce qui se passe en Copa América dans un pays comme le Brésil où on entasse les dizaines de milliers de morts, où la pandémie n'est pas contrôlée et où effectivement un continent qui est quand même beaucoup plus touché que l'Europe, on pourrait se poser beaucoup de questions sur la CONCACAF et le football qui est proposé là-bas. Après, tu t'aperçois que le groupe B est quand même un groupe beaucoup plus compliqué que le groupe A. Parce que tu prends quand même le Venezuela, la Bolivie et le Chili sont des équipes joueuses quand même. Ça joue. Et l'Argentine n'a pas de jeu. Tu regardes les derniers matchs, t'entends, tu vois sur les réseaux sociaux, Paredes, il a fait un exploit. Super, il a fait quoi? Il a fait 2 jongles contre les. C'est pas mal dans le jeu. Il a fait 2 jongles et un plat du pied gauche contre une équipe de. Non, on va s'arrêter là, mais. Difficile. Mais c'est. C'est difficile. Non, mais faut relativiser. Avec le Parisien, c'est difficile. Hein. Et tu prends en fait les 2 grandes stars de ces 2 équipes, que tu prennes Messi et Neymar dans les grosses compètes, on les voit pas. Tu les vois pas. Alors qu'avant, tu prends sur les anciennes générations, tu prenais les Ronaldo, Romario sur les anciennes générations. Ils étaient là. Présent. Les Ronaldinho, les mecs, ils étaient là. À l'époque, même, t'avais Ortega. D'accord avec Terence. Ça jouait. Composez le numéro du standard, le 0153 48 3000. On a parlé de l'Espagne face à la Suède, c'est promis, on va revenir rapidement. Oui, Fred, on te laisse la parole. Concernant la Copa América, avant de revenir en France pour les internationaux. Non, pour finir sur la Copa, c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais, Alisson. Pour moi, le Brésil, depuis 2014, doit redorer son blason. Et ils l'ont toujours pas fait. Et c'est le moment parce que le Brésil, c'est un peu la terre du foot pour beaucoup. Pour revenir sur Messi, il n'a pas forcément une équipe qui peut lui permettre d'atteindre ses ambitions. Et pour revenir sur le continent sud-américain, c'est vrai que les équipes sud-américaines n'ont plus la qualité qu'elles pouvaient avoir il y a quelques années encore, que ce soit le Chili qui avait une très belle génération, que ce soit les autres pays, même la Colombie qui avait aussi une très belle génération avec Falcao, James et tout ce qui s'ensuit. Là, le football américain est un peu en crise, on peut le dire.
Allez, on va passer à Roland Garros. Time Sport. Eh oui, Alison. Novak Djokovic, excusez-moi, qui remporte ce fameux ce fameux trophée du Grand Chelem, excusez-moi, j'allais dire prix de Formule 1, mais non, pas encore. Ouais, parce que il n'a pas encore changé de sport. Ouais, mais il a la nationalité monégasque, c'est pour ça m'a fait penser à ça. Vraiment. C'est juste un côté fiscal. On va pas parler. Mais non, tu nous fais du Yacine là. Il t'arrive quoi, Terence? Vas-y, Alison. C'est ça, Novak Djokovic qui remporte ce tournoi du Grand Chelem dans la difficulté quand même. On l'a vu qu'il était très en difficulté, que ce soit physiquement ou que ce soit dans le jeu dans les 2 premiers sets contre Tsitsipas. Même si son pourcentage de première balle était correct, très correct. Je pense que c'était plus de 90% dans les 2 premiers sets, mais ça le faisait pas. On sentait que physiquement, en tout cas, il avait laissé des plumes face à Rafael Nadal, justement. Mais on connaît Novak Djokovic, on connaît son mental d'acier, son mental serbe, et de toute façon, les grands chelems, il est toujours présent, et il l'a démontré encore que Roland Garros, il le voulait, et il l'a eu. C'était C'était une très belle finale, et c'est vrai que Tsitsipas gagnait 2-7-0 comme face à Zverev. Au final, face à Zverev, ils sont allés jusqu'à 5-7, mais face à Zverev, il a gagné. Là, c'est pas passé. Face à Nadal, c'est vrai que Novak a donné beaucoup, mais Tsitsipas a donné encore plus face à Zverev. Sur le fond, parce qu'ils ont quand même 12 ans d'écart, Tsitsipas il est né en 98, il est censé avoir plus de coffres, on va dire, que Novak, mais pas du tout. Sur le fond, c'est Novak qui a pris le dessus physiquement, et t'as raison de le rappeler. Tsitsipas a sombré petit à petit psychologiquement, et jusqu'au moment où il s'est dit, en fait là, moi, je me retrouve à 2-7, et sur le dernier set, Novak ne pouvait que gagner après avoir battu Nadal en demi-finale. Tsitsipas c'est jeune, on a vu le public de Roland Garros qui était à fond derrière lui, qui l'applaudissait à fond, qui était même, je dirais, très dur avec Novak. On sait que Novak c'est une certaine personnalité, les codes du tennis sont pas les mêmes qu'au football. Une personnalité comme Novak au football serait adorée, c'est pas forcément le cas au tennis. Mais moi il m'a impressionné, Novak Djokovic, et il mérite qu'on le place dans le panthéon des meilleurs tennisman. Il impressionne, c'est vrai qu'il va battre certainement tous les records, parce qu'effectivement aujourd'hui il est parti pour. Il gagne parce qu'il a de l'expérience, et Tsitsipas n'en a pas. Et là, on le voit effectivement lors du troisième set, et notamment, et après le quatrième. Et surtout, c'est le côté psychologique. Je suis tout à fait d'accord. C'est le côté psychologique qui le fait tenir, qui l'a fait tenir face à Nadal en demi-finale. Mais c'est pour ça aussi qu'un Nadal, qu'un Federer ou qu'un Djokovic sont numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial. Mais parce qu'il y a, hormis l'expérience, hormis l'endurance physique, il y a ce côté psychologique. Ils savent qu'un match n'est pas fini jusqu'au dernier point. Et au tennis, c'est encore plus vrai que parfois au football. Mais en tout état de cause, il va être l'un des plus grands ou le plus grand. Ouais. Mais tu as parlé du public. Ce n'est pas parce qu'on a gagné le plus grand nombre de grands chelems qu'on est le plus aimé du public. Après, il faut quand même une certaine empathie avec le public, empathie qui a Federer, qui a Nadal, et qui manque peut-être à Novak Djokovic, ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, même si on aime ce qu'il fait, on n'aime pas tellement la personne. On aime le joueur et ce qu'il fait, mais ce n'est pas la personne qu'on préfère. C'est pas la personnalité qu'on préfère. Djoko. Alors, le caractère. Non, et pourtant c'est vrai que Novak il a gagné le record du coup du seul tennisman qui a gagné 2 fois tous les grands chelems. Et c'est vrai que sur certains coups, sur certains amortis, où c'est sûr que n'importe quel autre, que ce soit Tsitsipas ou un autre, aurait été applaudi par le public, Novak n'a pas reçu ses applaudissements, et pourtant il a fait ce qu'on appelle presque un exploit. Et sur ça, j'ai trouvé que le public de Roland a été un peu dur quand même sur ce coup. Mais il se sert de ça, justement. C'est une force pour lui. Tu t'aperçois, et t'as beaucoup de sportifs, mais ça tu le vois avec l'expérience, avec l'âge. Quand t'as un public pas qui est haineux, mais qui est contre toi, tu te sers de ça. Et je pense que Tsitsipas, ça lui aussi monte à la tête. Il s'est dit derrière, il a peu d'expérience, il a 22 ans, il commence aussi sur le circuit à commencer à avoir des résultats. Et top 5. Oui, mais à 22 ans. Donc derrière, pour l'instant, il est adulé. Et le jour, par contre, où ça va sur un schéma inverse, ça va lui faire bizarre. Le jour où il va se faire siffler comme Djoko. Mais Djoko, il s'en fout. Djoko, justement, plus tu vas l'insulter, et plus il va monter en puissance. Et c'est son caractère qui a été comme ça. Tu l'as vu sur parmi les grands joueurs, que ce soit Nadal au début de sa carrière à Paris, il était sifflé très souvent.
Et c'est le cas de Djokovic. Il y a juste Federer qu'on a pratiquement jamais sifflé. C'est vrai. Mais sinon, pour tous les autres, ils ont été beaucoup sifflés. Mais peut-être pour terminer, signaler quand même que les déclarations en conférence de presse des Tsitsipas laissent entendre que rentrer à la fin du deuxième set dans le vestiaire, ressortir 5 minutes après complètement changé. Régénéré, c'est ce qu'il a insinué. Et quand même, dommage. Et là, on voit aussi le manque d'expérience de Tsitsipas qui se permet en conférence de presse de laisser planer des accusations comme ça sur Djokovic. C'est quand même un manque de classe, manque d'expérience, manque de maturité, manque de beaucoup de choses. Après, rapidement pour l'excuser, on a appris qu'il venait d'apprendre qu'il perdait sa grand-mère, et peut-être que ce contexte un peu émotionnel peut permettre d'excuser les propos qu'il a tenus qui étaient complètement subjectifs et indécents. À moins de 25 minutes de ce match, et oui, en opposant l'Espagne face à la Suède de ce fameux groupe E, les compositions. Allez, avec nos deux consultants, Juan Trocé ou encore Alisson. Alisson pour la Suède, par exemple. Pour la Suède, on aura dans les buts Olsen en défense, on aura Lutig, Lindelof. On aura aussi Augustisson, excusez-moi si je ne prononce pas très bien. Il va falloir améliorer son suédois. Oui, non mais j'y travaille. Je vais souvent à Ikea, j'y travaille. Ensuite, au milieu de terrain, on aura Larsson, Forsberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Olsen, et en attaque, il y aura Berg et Isaac. Alors pour la composition de la Roja, composition plus que expérimentale. Dans les cages, le portier, on aura Unai Simon, le gardien de l'Athletic Club Bilbao. Latéral droit, Marcos Llorente, il a dépanné à ce poste à l'Atlético Madrid. On sait que c'est un des meilleurs milieux de terrain, mais il jouera piston droit. La porte, Pau Torres, en charnière centrale, plus qu'expérimental car ils n'ont jamais joué ensemble. La porte qui va honorer sa première sélection avec la Roja, et Pau Torres qui a gagné l'Europa League, je le rappelle, avec Villarreal, et qui a fait une très bonne saison. Jordi Alba, latéral gauche. C'est vrai qu'avec Luis Enrique et Jordi Alba, c'est un peu une relation conflictuelle, et Jordi Alba n'était même plus sélectionné avec Luis Enrique. Aujourd'hui, il est titulaire. C'était une des interrogations pour savoir quel est démarré titulaire entre lui et José Gaya. C'est Alba qui commence titulaire. Milieu à 3, Rodri en sentinelle, en 6, Rodri de Manchester City. Koké, le joueur peut-être le plus expérimenté de cette composition, jouera relayeur, accompagné de Pedri, la jeune promesse de Barcelone. Morata, numéro 9, Daniel Olmo, ailier gauche, et Ferran Torres, ailier droit. Oui. Vous restez avec nous, chers auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement, une courte pause, la dernière. Et oui, on vous a posé le décor dans ce match, 21h, dans cette phase finale de l'Euro, Espagne-Suède. À de suite. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Eh oui, on est tous ensemble avec Alisson, je le rappelle, Fred, Juan Trocé et aussi Terence, tous les membres de ce fameux groupe E. Et la spéciale Tam Sport, justement, c'est Tam Foot jusqu'au 11 juillet, le soir de cette fameuse finale. On verra bien si l'équipe de France remportera cette phase finale de l'Euro 2020 ou peut-être une autre nation. En tout cas, on est là tout au long de vos soirées, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On parle de ce match entre l'Espagne et la Suède avec vous. Time Sport, les prolongations. Ça promet le match de ce soir. Oui, ça promet. On a donné on n'a pas donné les pronostics, on a donné les compositions avec Alisson et aussi Fred. Justement, il va falloir en parler là aussi. Ouais, les forces en présence, les donations. Faut rassurer Juan Trocé parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je le sens. Je crois qu'il a l'impression. Ouais, je le sens fébrile. Ça va le faire. Peut-être. Non, je le sens fébrile quand il a vu Alisson aussi, elle y croit. Je l'ai senti un peu fébrile. Non, après ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que la Suède joue très souvent avec un bloc bas et tu t'aperçois que l'Espagne n'a plus fait rien face au bloc bas. N'a plus cette fluidité dans les petits espaces qu'il pouvait avoir à l'époque quand tu avais des Iniesta, Xavi, Busquets. Toute cette génération n'existe plus et le jeu intérieur. Ouais, tu ne l'as plus et tu t'aperçois effectivement t'as deux mobilettes sur les ailes, mais Morata est pas un joueur de tête. Et avant t'avais devant ça allait à 2000 quand t'avais David Villa, t'avais Torres, t'avais des joueurs. Là maintenant tu t'aperçois que Morata parfois de temps en temps il fait banquette à la Juve, il réussit pas à s'imposer sur un peu dans pas mal de clubs. C'est vrai que ça va être compliqué comme disait Juan Trocé. T'as 7 joueurs qui ont de l'expérience. Pour moi le
le maillon essentiel, ça va être Rodri aujourd'hui. Moi, il y a deux choses. C'est que sur la Suède, la première des choses, c'est que déjà, c'est effectivement, c'est une équipe qui encaisse peu de buts, mais je regardais et en phase de qualification, elle a encaissé 9 buts, et les 9 buts, c'était à l'intérieur de la surface des réparations. Les 9 buts. Et on sait les problèmes qu'a l'Espagne pour rentrer sur la surface. Donc ça, c'est quand même un problème pour l'équipe espagnole. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va jouer effectivement avec 3 attaquants, et notamment avec Alvaro Morata, qui est peut-être le seul vraiment à l'intérieur de la surface de profiter des occasions qui vont se présenter. Et puis cette équipe de Suède, qui n'est pas mirifique, mais qui est quand même assez solide, compte parmi ses titulaires aujourd'hui au moins 2 joueurs. C'est Augustinsson et Lindelof qui ont été champions d'Europe des moins de 21 ans en 2015. Donc c'est quand même des joueurs qui ont une solide expérience aussi derrière eux. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Je suis tout à fait d'accord avec Fred. Une espèce d'équipe espagnole expérimentale avec une moyenne d'âge, dont je disais autour de 26 ans, avec un Pedri qui en a 18 ans et qui va donc être titulaire aujourd'hui, et tout simplement 3 joueurs d'expérience sur le terrain côté espagnol: Alba, Koke et Morata. Ils sont les seuls à avoir joué aux Coupes d'Europe, Euro ou Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une équipe expérimentale où il manque quand même des automatismes. On a vu ce qui s'est passé face au Portugal au terrain de l'Atlético de Madrid il y a à peine une dizaine de jours, où était soporifique ce match. J'ai même fait la sieste. Des deux nations, des deux côtés, des deux côtés ont su trouver une solution. Ça a été un 0-0 horrible. Donc ce qui m'inquiète, c'est le manque d'efficacité des Espagnols. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est le manque de créativité qu'ils ont montré ces derniers matchs. Carrément. Oui, manque la de création, c'est la réalité. Totalement. Parce qu'ils ont le ballon, 80% des possessions. Face au Portugais, c'était pratiquement 80% des possessions au milieu du terrain. Et Juan José, à droite à gauche, à droite à gauche. Ça sert à rien. C'est pas du football. Manque de créativité. On attend d'un jeune joueur comme Pedri, qui pour l'instant a encore énormément de mal dans son club au Barça. On attend cette créativité de lui. Sauf que Pedri, déjà niveau volume de jeu, je trouve encore très limité. Alors certes, c'est dû à son âge, mais je le trouve très limité. C'est pas un joueur vraiment qui porte le ballon. En fait, on attend de Pedri que ce soit un Iniesta déjà fait et prêt. Sauf que il lui faut du temps, et donc pour une compétition européenne comme ça, où on a une Espagne qui a encore du mal, où on a une Espagne qui est encore en reconstruction, je trouve que le costume est un peu trop grand pour ses épaules. Et t'as surtout là où t'as peu de volume de jeu, parce que les Suédois ont un jeu physique. Et tu t'aperçois que Pedri va exploser physiquement. Ils vont le faire sauter à la corde. Et devant, t'as Morata qui a un peu d'expérience. Mais les deux autres joueurs sont effectivement des joueurs de qualité, mais avec peu d'expérience. Et quand t'as un Lindelof ou t'as des vieux roublards, ils vont leur faire péter un plomb. C'est l'expérience qui va prendre le relais. Et t'as une défense centrale, Laporte et Pau Torres, qui est expérimental. Laporte, c'est quoi, son premier match officiel. Deuxième match avec. Il a fait le deuxième match avec contre le Portugal. Tu peux pas avoir une charnière centrale qui a pas d'expérience. Tu pars au feu avec une équipe comme ça. Et justement, c'est ce qui va leur faire défaut, je pense, à l'Espagne ce soir, c'est que du côté suédois, l'attaque va vite, l'attaque est technique. C'est une équipe aussi qui se projette très bien en contre, et donc quand en face on a une défense, surtout 2 défenseurs centraux qui n'ont pas d'automatisme, ça veut dire que dans les placements, pour la couverture, pour le double ciseau, ça sera vraiment très 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 compliqué pour cette équipe espagnole. Alors en tout cas, on a Fala qui te boude, Alison, hein. Voilà, c'est la petite déclaration là de ce soir. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit mon prénom. Non, je sais pas, Alison. En suédois. Fred, en suédois, oui. Alors, vas-y Fred. Non, c'est vrai que vous avez bien détaillé les choses, et c'est vrai qu'en fait dans ce match, il est facile à lire ce match. Que ce soit sur le terrain, on aura 2 idéologies qui s'opposent. Un jeu en possession qui a fait la grandeur de l'Espagne dans les années 2010, et une équipe cohérente comme la Suède qui joue en 4-4-2, qui joue en bloc bas, et donc on l'a vu, que ce soit la Suisse, que ce soit la Grèce, que ce soit la Géorgie, que ce soit même le Portugal, l'Espagne face à ce bloc bas a du mal.
la Suède maîtrise parfaitement bien ce style de jeu et on l'a bien vu sur les 5 derniers matchs. Il y a 4 matchs où ils font clean sheet, où ils prennent aucun but. Ouais. Donc il y aura très peu d'espace pour l'Espagne, il y aura très peu d'occasions. Juan José, tu l'as si bien dit, il manque tellement de leaders dans cette équipe. Et quand tu vois Alba ou Morata que tu as cité comme leader, pour moi c'est même pas des leaders puisque logiquement ils sont pas là. Le seul vrai leader dans cette équipe pour moi c'est Koke. Et l'Espagne est habituée, je pense, à des débuts de compétition viciés, que ce soit en 2016 avec en 2018 déjà quand ils ont viré Yolan Lopetegui à 48 heures du premier match car il avait annoncé qu'il signait au Real Madrid. En 2016 quand De Ruyt a accusé d'agression sexuelle ou en 2014 l'Espagne est habituée à mal commencer ses débuts de compétition et encore une fois il le montre. Je pense qu'en Espagne, que ce soit Rubiales, que ce soit Tebas, il faut tout renouveler. L'Espagne arbore cette compétition pas pour la gagner mais pour se préparer à la Coupe du Monde, c'est évident, avec une génération plus que expérimentée. Oui, tout comme les Italiens aussi. Ouais. Oui, mais bon. Sauf que les Italiens ont commencé en 3-0. 3-0, déjà. Pour l'instant, Elle est là la différence. Et déjà dur. Et les Italiens ont testé leur équipe avant et ont fait des 11 cohérents et avec 2, 3, 4, 5 fois le même 11. Je pense qu'en Espagne, si on a eu 3 fois de suite le même 11, c'est un miracle là, sur l'année et demie qui vient de s'écouler. Voilà, il y a eu énormément d'expérimentation. Vous parliez aussi de Morata, honnêtement. Voilà, pour gagner contre une équipe suédoise qui va être bien regroupée, bien bloc bas, il faut un numéro 9 de compétition. Là, pour moi, il est capable d'exploit, mais pour moi, Morata, ça va être beaucoup trop juste. Un auditeur, on a Sofiane qui nous dit, justement, Sofiane à qui nous passons le bonsoir, 2-2 ce soir. Eh oui, match assez compliqué. Beaucoup de buts peut-être. Alors, André, ouais, un 2-2. La première chose, c'est que cette équipe espagnole ne fait pas l'unanimité en Espagne. C'est la première chose. Encore une fois, quand Fred parlait d'expérimental, c'est le cas en Espagne. Elle ne fait pas l'unanimité. C'est la réalité. En même temps, on sait parfaitement, et vous l'avez dit aussi, qu'en fait, cette équipe doit préparer le prochain mondial. C'est ça l'idée. C'est pas l'Euro la première des priorités. Ouais. Et puis, sur la partie tactique des deux équipes, là où ça va être compliqué, effectivement, c'est de pouvoir jouer une équipe solide comme c'est les Suédois, parce que je suis d'accord avec Terence quand il dit que l'Espagne va pouvoir exploser à un moment donné physiquement. Parce qu'effectivement, des joueurs très techniques, mais effectivement, je ne vois pas un Pedri, même un Rodri, pouvoir tenir le milieu espagnol face aux murailles suédoises. Et puis sur les 2-2, je trouve notre auditeur assez optimiste, parce que l'Espagne a un manque d'efficacité terrible. Offensive. C'est la réalité. On n'est pas là non plus pour descendre les Espagnols, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est qu'on est loin d'être la grande Espagne. On est loin de montrer une grosse qualité de jeu, surtout quand on voit les matchs qu'on a vus. Donc où le 3-0, où les 3 buts sont partout, à peu près partout dans tous les groupes. Donc je me vois mal aujourd'hui l'Espagne avoir cette capacité de marquer, voire deux buts face aux Suédois. Cela dit, l'Espagne reste quand même effectivement, parce que la qualité technique elle est là, reste quand même favorite de ce match qui va se jouer à Séville à 21h. Rappelez-vous tout simplement que hier, par exemple, l'équipe suédoise est allée s'entraîner à 14h30 pour pouvoir tenir le choc climatique. Parce que la chaleur est énorme. C'est vrai, ils sont entraînés à 14h30. Et ça peut être un facteur qui vient aider l'équipe espagnole. On a un autre facteur aussi, c'est s'il y a 2-2, justement, notre auditeur encore, Soufiane, Juan José, qui m'invite à boire un verre. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je donne les dédicaces. Il n'y a pas de souci, Soufiane. Voilà, le message est passé. Terence, Alisson et Fred. Moi, je comprends pas que tu puisses te passer. Espagne-Suède. Je comprends pas que tu puisses te passer d'un joueur comme Thiago Alcantara. Ah oui, totalement. Je suis désolé, il a rien fait cette saison, il a à peine joué. Mais même techniquement. Mais techniquement, en termes d'expérience, je suis désolé. Mais face au Portugal, il n'a pas été terrible non plus. Non, mais il n'a pas trouvé des solutions face au Portugal. Mais sauf que dans la passe entre Pedri et lui, je suis désolé, c'est le jour et la nuit. Je pense que sur une compétition Pedri, quand même pour les autres. Mais je pense que dans une compétition comme l'Euro, on se doit, ça fait partie aussi des joueurs d'expérience. Thiago Alcantara, techniquement, ils doivent quand même être dans le groupe. Alors être titulaire peut-être pas, mais c'est toujours un second couteau, un joueur qui t'apporte une solution. C'est un joueur qui est énormément technique, qui va savoir passer les lignes et qui va te savoir aussi trouver la dernière passe. Mais là où, pour rebondir ce que tu disais, Juan José, le match de ce soir peut être
peut-être me donnera raison, mais c'est un kit ou double quand même cette préparation, je trouve, pour l'Espagne, cette préparation au mondial, parce que si l'Espagne explose dans cette compétition, ça sera quand même difficile, encore une fois, de retrouver un équilibre, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même l'année prochaine. Donc de retrouver un 11, de retrouver une équipe solide, de retrouver des automatismes. Donc je pense que cette compétition, elle peut être à la fois favorable si l'Espagne s'en sort et trouve un fond de jeu, Alisson. Et aussi destructeur, Après, peut-être. Alors, Fred, avant les pronostics. Après, Terence. Après, je trouve que c'est dommage de passer d'un joueur comme Azpilicueta en termes d'expérience. Il a juste été été monstrueux avec Chelsea. Il a juste été monstrueux. Tu préfères jouer un mec comme Laporte ou... Non, c'est clair que tu peux être... Je trouve ça complètement dommage. Et pour moi, il y a un joueur qui est sous-coté. Et c'est dommage. Il sort d'une saison de dingue. C'est Fabian Ruiz. Un gaucher techniquement parlant. Si tu veux pas faire jouer Thiago Alcantara, tu mets lui à la place de Pedri. Moi, j'aime beaucoup Pedri, mais Pedri, tu le fais jouer plus haut sur un côté pour qu'il aille à 2000, comme tu dis. Et là, la problématique. Mais c'est des joueurs qui vont rentrer. Là, Thiago Alcantara, je pense qu'il va rentrer en cours de match. Et Fabien aussi. Peut-être en deuxième minute. Et Fabien, c'est pareil. Donc c'est des joueurs, des jokers qui vont rentrer. Je crois que maintenant c'est intégré dans la tête de Luis Enrique, et qu'on ne fait pas 90 minutes pour le milieu de terrain notamment. Ils vont faire 60 minutes à peu près. Et puis, si tu veux les faire rentrer, tu prends Pedri. Pedri, faut que tu le fasses rentrer. Après. Pour les 30 minutes dernières, c'est un joueur qui va à 2000 à l'heure. Il va aller vite. Tu utilises les lignes avec des mecs comme Ruiz ou Thiago Alcantara, puisqu'ils ils arrêtent pas de faire tourner le ballon. Et Pedri qui va à 2000, après il fait la diff. La question qui va se poser si ce match se passe mal pour l'Espagne, c'est-à-dire si l'Espagne ne gagne, déjà, s'il ne gagne pas, imaginez ce groupe avec les Slovénies tu peux te retrouver avec un Slovaquie première du groupe, avec l'Espagne et la Suède avec un petit point s'ils font match nul. Imagine une défaite de l'Espagne alors. Mais ça va poser une deuxième question dont on débattra la prochaine fois. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid qu'il a préféré Laporte dans cet effectif espagnol? On dira effectivement, et tu as raison Alizan, voilà ce qui se passe quand on ne fait pas venir les meilleurs. C'est intéressant ce que tu dis. Vas-y pour terminer avant les pronos. Et on peut le voir que en fait, pour l'Espagne ça a mal commencé dès que Luis Enrique a proposé sa liste. Il a été vivement critiqué sur sa liste. Eric Garcia n'a pas joué de la saison, il est pris alors que Natu il a fait une super bonne saison. Il n'a pas été pris. Sarabia non plus, Sarabia n'a pas fait. Sarabia il n'arrête pas d'y être. Sarabia, quand je vois Sarabia qui est titulaire contre le Portugal, mais c'est une escroquerie. Je finis rapidement, il y a Aspas qui a fait une super saison qui mériterait d'y être. Sergio Canales qui a fait une bonne saison qui mériterait d'y être. Il y a plein de joueurs qui mériteraient d'y être et qui ne sont pas. Luis Enrique est habitué à faire des paris. Luis Enrique ne cherche même pas à combattre la presse. L'Espagne a une préparation tronquée. Les joueurs ne sont même pas ensemble. Les joueurs sont à 3 mètres. Les entraînements de l'Espagne sont avec des groupes séparés de 10 joueurs. Il n'y aura pas Busquets, Covid-19. 48 heures avant le début de l'Euro, il y avait 39 joueurs plus les joueurs qui ont été pris en plus pour combler la liste. Et sur ces 39 joueurs, toute l'actualité de l'Euro. Oui, c'est terminé. Mieux que la France 90. C'est le bordel, l'Espagne. Toute l'actualité. Voilà, c'était le récital de Fred en cette fin d'émission. Voilà, il a mis le turbo, Fred. Justement, le pronostic rapide. Espagne-Suède, Alisson. 2-1 pour la Suède. 2-1 pour la Suède. Terence. Idem. Ouais. Trop non, c'est pas moi qui va dire qu'il va gagner. Ah ouais. J'ai mis en plus le maillot espagnol. Bah oui, quand même. 1-0 pour l'Espagne. Allez. Et Fred? Non, moi je vois pas plus que 3 buts dans ce match. Avant l'émission, j'aurais peut-être dit 2-1 pour l'Espagne, mais là je vois un match nul, je vois un 1-1. Ah oui. Justement. Allez, une petite dédicace aussi. C'est un pronostic. C'est Alisson et Kylian qui nous dit 2-1 pour l'Espagne. Voilà. Et ça me va. Et bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, l'émission, on tient à la décerner à un éducateur qui est Nabil, qui nous a quittés ce week-end. Et oui, du FC Septem, un monsieur vraiment du football amateur qui était là pour tous ces jeunes. Voilà, une pensée à lui, à sa famille et à tous ses amis. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, la suite des programmes, et nous on se retrouve dès demain à partir de 19h. Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.